Oh, vous êtes déjà là. Une seconde. Bien, commençons. Si vous n'avez jamais entendu parler de Five Nights at Freddy's, c'est que 1. Vous viviez dans une grotte et dans ce cas-là, bon retour parmi nous. Ou 2. Vous êtes complètement à l'ouest côté jeux vidéo et... franchement, la première proposition me paraît plus réaliste. Avec le récent départ du génie derrière la série Scott Cawthon, je me suis senti forcé de parler de ces jeux vu à quel point ils m'ont marqué. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du premier opus de la série Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Parce que le jeu et la série ont le même... FNAF, pour faire court, est un survival horror de type point and click, dans lequel vous incarnez un gardien de nuit dans une pizzeria animée par un groupe de musique d'animaux robotiques, aka des animatroniques. Le twist étant que ces dites mascottes tentent, pendant vos heures de service, de vous renvoyer chez votre créateur. Le but ici est simple, survivre de minuit à 16h du matin, et ce, pendant, comme c'est dit dans le titre du jeu, cette nuit, évidemment. On dirait pas comme ça, mais ce jeu a quand même apporté un nouveau souffle à la scène du jeu d'horreur, qui, jusque-là, ne se limitait qu'à des simulateurs de jumpscare se ressemblant tous. La différence dans FNAF et ce qui faisait et fait encore son succès réside dans son gameplay, son immersion et son histoire qui, jusqu'à aujourd'hui, donne des mots de tête aux plus grands esprits de notre univers. Déjà, comment est née cette franchise? Pour connaître la réponse, il faut se pencher sur notre ami Scott Cawthon. Après des tas de jeux sans franc succès, il prend une décision hyper mature et admirable surtout, et écoute ses critiques négatives. Vous voyez, son dernier jeu, Cheaper & Sons, avait la réputation d'avoir des personnages... flippants. En tout cas, il faisait plus penser à des mascottes d'un Chuck E. Cheese, chaîne de restaurants américaine, qu'à de vrais animaux. Scott, en prenant en compte ses avis, s'est lancé sur son prochain projet, un jeu d'horreur mettant en scène les mascottes d'un vieux restaurant. Dans le premier jeu, vous passerez vos nuits dans votre bureau. Incapable de se déplacer, on peut néanmoins interagir avec les différents éléments présents dans cet espace clos. D'abord, les deux portes, situées à gauche et à droite de vous, possèdent chacune deux boutons, l'un permettant d'allumer les lumières des couloirs menant à vous, et l'autre permettant de les fermer. Vous disposez aussi d'une tablette connectée à des caméras de surveillance et non à internet. Dommage pour vous, vous allez devoir faire votre boulot. Les portes ainsi que les caméras consomment de la batterie. Ouais, apparemment, le restaurant est alimenté par une batterie d'iPhone. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les mascottes d'animatroniques ont pour objectif de vous tuer. À partir de minuit, ils essaieront de vous atteindre dans votre bureau. C'est là que vous utiliserez vos caméras pour surveiller leurs déplacements dans la pizzeria, et les portes pour les empêcher de pénétrer dans votre espace personnel. Chacun de ces robots attaque de façon distincte, vous forçant à apprendre leur fonctionnement et comment riposter. Bonnie le lapin bleu est le plus actif. Il attaque dès la première nuit et essaiera d'entrer par la porte de gauche. Il faut la fermer lorsque vous le verrez apparaître devant. Chica, la poule jaune, ça sonne bizarre à haute voix, attaque par la droite. Comme pour Bonnie, fermez sa porte quand vous la verrez. Foxy le renard pirate en manque d'attention, lui n'attaquera que si vous ne le regardez pas assez souvent sur sa caméra, la cam 1C. Fermez votre porte de gauche s'il n'est plus derrière son rideau. Freddy Fazbear, l'ours et mascotte principale du restaurant, est le plus dangereux de la bande. Déjà, c'est lui qui apparaîtra pour vous tuer si votre batterie tombe à 0. En plus de ça, il ne commence à attaquer qu'à partir de la nuit 3, démolissant entièrement le rythme que vous aviez jusqu'à là. Sa mécanique vous force aussi à utiliser plus souvent vos caméras pour le ralentir, car vos portes ne peuvent pas l'arrêter. Ne te demande surtout pas comment une porte en métal comme celle-là ne peut pas retenir ce robot en particulier. Accepte ce fait, tais-toi et retourne t'asseoir. C'est cette simplicité de gameplay et ce contrôle sur votre situation qui a fait de ce jeu un tel succès. Similairement aux jeux d'horreur de cette époque, vous êtes sans défense face aux menaces qui veulent vous faire casser votre écran après un bon gros screamer. Mais contrairement à cela, FNAF vous donne la possibilité d'éviter de façon garantie les jumpscares en vous donnant tous les outils dont vous avez besoin. Résultat, aucun jumpscare n'a l'air injuste, et si vous sursautez ou vous mettez à hurler comme un bébé qui vient de naître, c'est de votre faute, vous avez foiré quelque part. Enfin, un jeu d'horreur qui peut être terminé sans jamais se prendre un visage flippant au visage n'est pas vraiment stressant ou flippant. C'est là qu'intervient le 5e membre du casting de FNAF, Golden Freddy. C'est l'élément de hasard du jeu. Il a peu de chances d'apparaître mais il existe bel et bien et le simple fait de penser qu'il pourrait surgir à tout moment sur la cam 2B est suffisant pour vous faire couler quelques sueurs froides. Surtout vu à quel point le jeu arrive à vous aspirer dans son univers de façon plus qu'efficace. Chaque nuit commence par un appel téléphonique. L'homme au téléphone, appelé Phone Guy par les fans, est l'ancien employé qui occupait le poste actuel du joueur. Il est d'ailleurs interprété par Scott lui-même. Son rôle est simple, donner du relief à l'univers du jeu, et rassurer le joueur. Enfin,
il était pas super bon pour ça, hein. Écoutez ça. Allô, allô. Hey, tu t'en sors super bien. Personne n'est jamais allé aussi loin avant. Je veux dire, tu sais, ils vont voir ailleurs après quelques jours. Je sous-entends pas qu'ils sont morts. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Bref, je ne préfère pas prendre trop de ton temps. Les choses sérieuses commencent ce soir. Ouais, pas tellement rassurant, hein. Funguy n'est pas le seul élément à créer cette immersion. Un paquet de sons extrêmement bien choisis font un travail fantastique de donner du relief au monde du jeu. Par exemple, le ventilateur qui tourne constamment créant une ambiance confinée est vraiment tendu. Vous entendrez aussi parfois du bruit venant de la cuisine, impliquant que Chica s'y trouve. Seule indication d'ailleurs, vu que cette caméra ne fonctionne pas. En plus de l'audio, le visuel fait un très bon travail à augmenter la tension et à convier cette idée que votre vie dépend entièrement de ce vieux matos défectueux. Les vieilles lumières qui éclairent à peine les portes, les caméras qui peinent à suivre le mouvement des animatroniques à travers la pizzeria, mais ils accentuent également la menace de ces derniers. Comment les mascottes ne peuvent être distinguées que par leur silhouette, ou par des regards inquiétants dirigés vers la caméra, comme s'ils savaient que vous les regardiez, comme s'ils étaient vraiment vivants. Et rangez vos Doliprane, ne vous inquiétez pas, à l'époque de ce jeu, l'histoire et le monde de FNAF n'étaient pas aussi vastes et compliqués qu'ils le sont aujourd'hui. Quoi, vous avez des doutes? Ok, vas-y, lance le chrono. Ok. L'histoire se déroule en 1992 dans un restaurant familial nommé Freddy Fazbear Pizza. Vous êtes embauché en tant que gardien de nuit pendant lesquels vous allez découvrir que les animatroniques, principales attractions du restaurant, sont possédées par les esprits vengeurs d'enfants disparus dans cette même pizzeria il y a quelques années. Ouh. Vous voyez? C'est ce à quoi se limitait le scénario à ce moment-là. Bien sûr, j'ai omis certains détails comme la mention d'une certaine morsure de 87, mais à cette époque, elle ne constituait qu'un simple détail aidant au world building du jeu. Ce dont je veux vraiment parler ici, c'est la façon dont l'histoire est racontée. Certes, on a pas mal d'infos données par Funguy, mais le plus gros était caché et demandait un œil vraiment attentif afin de les repérer. Par exemple, l'histoire des 5 enfants décédés. Le seul moyen de le savoir était de faire attention à un poster sur la cam 4B, car il a une chance d'afficher des articles de journaux mentionnant l'incident. Et c'est exactement ça qui a, selon moi, attiré le plus les fans. C'est cette façon de raconter une histoire de façon cryptique. Un meilleur exemple encore serait l'année 1992. Cette année est extrêmement importante à la compréhension de la timeline des jeux, et pourtant elle n'est jamais révélée directement aux joueurs. Ce qu'il a fallu faire à la place, c'est de comparer la paye sur le chèque de fin de jeu à de vraies payes au fil des années, pour pouvoir en déduire celle du jeu. Et si vous pensez que c'est compliqué, vous n'avez rien vu. Bon sang, vous n'avez rien vu. Avec des mystères aussi nombreux et complexes à élucider, que ce soit pour le premier opus et encore plus pour ceux qui suivent, des centaines voire des milliers de joueurs dans le monde se sont alliés afin de comprendre et décoder les secrets de cette série. Et c'était déjà le cas avec le premier jeu, des chaînes comme Game Theory faisant de FNAF l'un des sujets principaux de leur chaîne, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ce succès, eh ben le jeu il le doit aussi à cette même communauté. Des youtubeurs comme Markiplier ou Squeezie côté francophone ont offert à ce jeu un public de fans dévoués. Et il a su payer sa dette envers ses fans car ce jeu a à son tour lancé les carrières de plein de youtubeurs. Je pense notamment à la chaîne de Doko ou 8-Bit Gaming, mais on parle que d'histoire, pourtant la fanbase autour de ce jeu s'étendait à bien plus. Par exemple, on avait des musiques de fans comme Five Nights at Freddy's de The Living Tombstone, oui les gens adorent nommer leurs choses Five Nights at Freddy's. Des animations comme 5am at Freddy's de Pymation, et surtout des fangames. Des tonnes de fangames de FNAF ont vu le jour. Des jeux reprenant le concept de base, à ceux améliorant ce dernier, en passant par des genres complètement différents. FNAF a su s'imposer comme un genre à lui seul. Mais ce succès soudain a malheureusement attiré l'œil de certaines personnes un poil trop envieuses. Scott Cawthon est sans doute l'un des développeurs les plus proches de sa communauté. Il l'a toujours été. Il intervenait pendant les lives et les vidéos de Game Theory pour donner des indices afin de résoudre le mystère de ses jeux. Il a même défié Doko de terminer UCN, avec la difficulté la plus haute contre une interview. Et plus récemment encore, le Fazbear Fanverse Initiative. Un projet que Scott a lancé et que je trouve franchement impressionnant. Alors, je ne veux pas répandre de la désinformation, donc je n'irai pas dans les détails. Vous aurez en description une vidéo du développeur de Pop Goes,
un des jeux de ce projet, pour ceux qui veulent une explication plus complète. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Scott a financé des fangames et leur a donné la possibilité de recevoir des portages console et mobile. Ça peut sonner peu ouf dit comme ça, mais je vous promets que c'est quelque chose de vraiment fantastique de la part d'un développeur. Malheureusement pour nous, Scott a annoncé sa retraite définitive de la série, ce qui a choqué énormément de fans. Tout ça à cause d'un drama créé par des haters. Encore une fois, je ne veux pas répandre de mauvaises informations, donc je n'en dirai pas plus. Reste que je trouve ça vraiment horrible et incompréhensible. La façon dont les médias ont sauté sur la nouvelle et l'ont déformée pour gagner des clics, et surtout tous ces messages sur Twitter, tous ces bons débarras. Mais le pire dans toute cette histoire, ça reste quand même les menaces envoyées à sa famille. Je pense que c'est le plus inacceptable dans cette affaire, et surtout le plus abject. Je suis aussi sûr que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi sur ce point. Pour ce qui est du fin mot de l'histoire, bien que ça m'attriste que Scott ne soit plus là pour FNAF, je suis soulagé de voir tous ses fans le défendre et même créer ce hashtag pour le soutenir. Tu vas nous manquer Scott et je veux lui dédier d'ailleurs cette vidéo, même s'il ne la verra probablement jamais. Je suis pas vraiment doué pour les discours touchants ou pour les discours sérieux en général. J'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait, mais ce qui est sûr c'est que j'espère que Scott va bien et qu'il est enfin loin de tous ses problèmes. Et c'est sur ces mots optimistes que je veux vous demander de laisser un like si... Oh non.